Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Fear nothing. All is as the Force wills it. Bienvenue dans cette 5e saison de Critique en Cinémascope. Je m'appelle le Masque, enfin je m'appelle le Masque dans la réalité, on m'appelle Arthur Meurant. Cependant sur internet, je m'appelle le Masque et je présente des vidéos, d'habitude des vidéos de jeux vidéo. Or ici je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, je vais vous parler de la chose cinématographique dans une émission de critique de films où je vais essayer de vous souligner des titres qui pourraient vous intéresser, des titres issus de la riche histoire de cet art que l'on nomme, je sais pas moi, le 8e art, le 7e art, un art qui, d'une manière ou d'une autre, est celui du cinéma, un cinéma très particulier que vous allez ici découvrir afin d'avoir la possibilité plus tard de vous le procurer de manière légitime et ainsi pouvoir regarder les titres que je vous ai conseillés. Mais pas que, vous pourriez regarder beaucoup plus de films que ceux qui passent dans cette émission de critique cinématographique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Cinémascope. La chasse du Konzarov, de quoi est-il question? Il est évident que ce n'est pas ce genre de chasse en faïence où il y a de l'eau dedans, on appuie sur un bouton, celle-ci se déverse dans un réservoir dans lequel on avait posé les excréments. Ces excréments sont ainsi ballottés au fil de l'eau jusqu'à un, j'espère, du moins, centre de traitement où ils seront recyclés en lisier qui seront ensuite répandus sur les champs afin de permettre de faire pousser les légumes de l'année prochaine que vous allez mettre dans votre bouche et que vous avez donc intérêt à nettoyer. Je vous le rappelle une dernière fois cependant, ici il n'est pas question de ça, non, il est question d'une chasse particulière. Une chasse dont on pourrait dire qu'elle a pour cible le dangereux gibier que représente l'humanité. Une chasse dont certains disent que c'est The Most Dangerous Game, vu que c'est évidemment le titre du film en anglais, que en français cela donc donne la chasse du Konzarov, cela donne donc même la chasse du Konzarov, un film qui a la particularité d'être réalisé par Irving Pichel, un acteur qui était aussi réalisateur. Il a été évincé d'Hollywood en 1947 par un système d'incroyables subterfuges systémiques dont on peut considérer que c'était cette étrange enquête que les Américains ont fait lors du House Un-American Activities Committee, le comité sur les activités non-américaines de 1947 où J. Edgar Hoover cherchait des boucs émissaires. Il voulait dégauchifier en quelque sorte cet incroyable outil de propagande qui était le cinéma hollywoodien, et donc il s'est dit on va mettre 17 personnes sur blacklist, c'est un peu comme ça que ça se passe, et que donc voilà, c'est aussi un film qui est sorti avant la sortie du Code Warren, un code qui a justement censuré le cinéma jusque dans les années, si j'ai bon souvenir, fin des années 50, début des années 60, et que donc c'est un film qui se permet un peu plus que ce que vous avez vu avant, mais que ça, il faudra attendre plus tard pour voir ce type d'activité repasser sur le grand écran. On va dire ça simplement. C'est un film d'Irving Pichel, je vous en ai déjà parlé, et de Ernest B. Schutzack, produit par Ernest B. Schutzack pour la RKO Radio Pictures. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont genre Radio Pictures. Oui, c'était une compagnie de radio qui faisait des films. Ça donne aussi le RKO de Randall Keefe Horton, parce que vous savez, RKO et que Vince McMahon est très très vieux maintenant, et que donc les références au film des années 30, cela fait neuf pour lui. C'est un film qui a été doté d'un budget de $219 000 et $863 supplémentaires, moins de 220 000, ce qui fait, de manière approximative, parce qu'il faut compter en quelque sorte l'inflation, 0,58 Evil Dead. Je vous rappelle qu'ici nous calculons les budgets de films en portions d'Evil Dead. Il fallait donc une gigantesque compagnie comme la RKO pour avoir la possibilité de réunir ce type de budget, alors même que quelques enfants dans les années 70 ont fait de même avec Evil Dead et qu'ils avaient eux-mêmes réuni tout cet argent qui leur serait nécessaire à ce type d'inventaire. Donc c'est un film avec des performances, mais c'est un film qui a un concept de base que vous pourriez aisément comprendre, c'est que c'est la chasse à l'homme, un méchant monsieur, que c'est un baron russe, voyez-vous, il a eu la terrible idée de se payer la possibilité de chasser l'humain sur sa petite île, et le film commence comme ça. Vous avez des gens qui sont en plein milieu de l'eau, paraît-il, ils sont sur un décor qui est censé nous faire penser qu'ils sont à l'intérieur d'un bateau. Ils sont là genre, mais tu sais, le propre de la chasse, c'est que... I was thinking of the inconsistency of civilization.
The beast of the jungle killing just for his existence is called savage. The man killing just for sport is called civilized. Yeah. It's a bit contradictory, isn't it? Now, just a minute. What makes you think it isn't just as much sport for the animal as it is for the man? Now, take that fellow right there, for instance. There never was a time when he couldn't have gotten away. But he didn't want to. He got interested in hunting me. He didn't hate me for stalking him, any more than I hated him for trying to charge me. As a matter of fact, we admired each other. Et la plaisanterie de la chose, c'est qu'on essaye donc déjà de vous mettre dans l'esprit le thème que la chasse, oui, le chasseur, le chassé, mais ce serait-ce vraiment un sport si vous étiez la cible et non pas l'assassin, je veux dire le chasseur, et que la plaisanterie, c'est que donc de chasser à chasseur, quelle est la différence? C'est que l'intégralité de tout ceci va devenir particulièrement logique quand, voyant des bouées plutôt, qui sont censés être des reports, des endroits qu'on peut utiliser pour se repérer, des repères, voilà, sur la terrible étendue de l'eau qui représente une grande portion de la terre. Il se trouve donc que ces bouées n'en sont pas l'endroit spécifique où elles sont censées se trouver et que leur bateau échoue. Alors tout d'un coup, ils se retrouvent dans la piscine de l'un des producteurs, ça ressemble à ça. Shark! Help! Look! Shark! Oh! He got me! Quelqu'un se fait tuer par un requin, c'était pas du tout quelque chose d'incroyablement décousu qui a été remonté comme ça de manière improbable, c'était comme ça dans le film, qui est très mal monté pour le début de son truc. Il faut imaginer que les réalisateurs de ce film, ils font là un film de série B, mais que c'est eux qui ont fait King Kong. Je veux dire, Irving Pichel et Ernest B. Schutzack. Ernest B. Schutzack et nanana, King Kong, c'est bel et bien là leur classique qu'ils ont fait à peu près avec la même équipe que celle qui est dans ce film, car vous verrez des images et des incroyables personnages que vous avez déjà eu la possibilité de voir, comme Joel McCrea, il est le gentil chasseur sanguinaire, c'est pas le méchant chasseur sanguinaire, lui il est un chasseur, il est sanguinaire, il faut quelque chose y tire dessus, mais il est gentil, il écrit des livres, c'est une forme de science pour lui de savoir tuer des animaux sans défense, et peut-être même des animaux avec des défenses si jamais il est présenté à ceux-ci, et qu'il est aidé dans tout ceci par Fay Wray qui joue la demoiselle de King Kong, Leslie Banks qui joue le méchant baron russe sanguinaire, le comte Zaroff, et Robert Armstrong qui était l'un des héros principaux du film King Kong. C'est réalisé dans le même décor que King Kong, donc vous allez voir des similitudes, comme par exemple cet incroyable pont que vous avez certainement vu dans King Kong, qui ressemble à ça. Il n'y a pas de gigantesque géant du domaine simiesque en train de se battre la coulpe et de décider de faire des combats contre des T-Rex. Non, ça c'était une phrase qui a fini foirée, mais qu'elle a fini par retomber sur ses pattes et qu'elle est relativement admirable pour ses incroyables effets qui nous font penser que le lapin lui aussi est durable. Donc, l'idée terrible, c'est que c'est un film qui est intéressant, qui devient petit à petit, plus que simplement le produit de série B qu'il était censé faire, car vers la fin, il se permettent des petits effets de réalisme, des petits effets de stupéfiante réalisation, des choses qui sont intéressantes à voir et qui font que ce film de 1932 est encore intéressant de jour. C'est le genre de film qui a probablement les pires combats de l'histoire du cinéma, il ressemble à ça, et ce sont probablement les pires combats de l'histoire du cinéma. Et que la terrible chose, ce qui nous intéresse ici, c'est que donc tout cet incroyable courant de c'est la chasse à l'homme, et dans le futur, l'homme se bat contre l'homme, que l'homme qui se bat contre l'homme, car l'homme est le gibier, l'homme est le chasseur, et l'intégralité de tout ceci nous donne un film. Et c'est ici que ça commence. Ça commence avec un film qui est certes particulièrement désuet, qui a un style de réalisation qu'on pourrait considérer comme un peu vieillot, ne serait-ce que pour l'époque. Je veux dire, il y a des films avant de Code Hayes qui sont bien mieux réalisés, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je vous en parlerai certainement un jour, et que il faut pas imaginer que ce soit là une grande école de cinéma, mais c'est un film très amusant pour diverses raisons. C'est que vous avez les incroyables soliloques de gens qui boivent de la vodka, qui sont décidément très bourrés, et qui disent que, oui, tu vas voir, sa salle de trophées, elle est super, j'y suis jamais allé, mais tout le monde qui en sort, il est mort, et que, voilà, on ne les voit plus jamais. C'est bizarre, c'est un mystère, dont ces gens, ils sont tous réunis, en quelque sorte, sous la coupe de ce comte Zaroff, ce fameux comte qui a évidemment un terrible secret. Son secret, je vous l'ai révélé dès le début, c'est qu'il tue des gens, mais il tue des gens de manière égale, du moins le prétend-il. Il se bat avec eux, avec des armes qu'il considère comme inefficaces afin de leur donner une chance. Cependant, il est le plus grand chasseur de l'histoire de tous les temps, et que c'est ainsi que dans la plupart des cas, peut-être pas tous, peut-être que si, il arrive à oxyre sa victime, enfin, je veux dire sa cible, son gibier étant bien entendu le plus dangereux gibier
gibier qui existe, The Most Dangerous Game. Donc c'est un film qui existe, il a été sorti chez Wildside Video, de manière assez simple dans le domaine francophone, dans une très mauvaise version du film qui a été remasterisé à partir de ce qui est visiblement une VHS, et ça coûte 12 € quand même. Cependant, le film est réussi, vous auriez peut-être envie de le voir. J'imagine qu'il existe une version internationale qui est en Blu-ray et pas en DVD, qui sera donc mieux masterisée avec des meilleurs effets sonores et l'intégralité de cet incroyable son qui vous est présenté ici, presque en stéréo, sauf que c'est en mono avec des musiques de Max Steiner et tout dans les décors de King Kong. C'est intéressant pour voir aussi finalement comment le cinéma arrivait à une époque à rationaliser ces incroyables coûts de production en faisant 2 films dans le même décor qui avaient des sujets diamétralement opposés, quoique si on y réfléchit posément, dans King Kong, c'est un gigantesque singe qui est étrangement humain, qui est poursuivi par plein de chasseurs humains, qu'ici, c'est une plus petite zone, c'est un modèle réduit, il y a seulement un homme qui doit se battre contre un baron dont on se dit qu'il ne doit quand même pas être particulièrement athlétique quand on voit tout ce qu'il s'enfile dans une journée. Et c'était ça dont il était question dans un film qui s'appelle, je vous le rappelle, La chasse du comte Zaroff, ou The Most Dangerous Game.